La France compte 4 millions de citoyens issus de l'immigration italienne, soit 7% de la population nationale. Je m'appelle Christopher Siminelli et j'en fais partie. Dans Tomate Mozza, je vous propose des rencontres avec ces Français qui ont un bout d'Italie au fond d'eux. Ils nous racontent leurs racines, leurs parents, leur rapport à l'Italie bien sûr, et surtout comment cela a défini ce qu'ils sont aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomate Mozza. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paolo Del Vecchio. Paolo Del Vecchio, sûrement, certains d'entre vous le connaissent peut-être pour sa démarche artistique, Squadra Diaspora. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir ensemble et vous aurez sans doute envie de creuser un peu plus cette démarche qui est très intéressante. Vous verrez, Paolo va nous en parler. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Salut Paolo. Salut Christopher. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Très important pour moi de t'avoir parce que tu as cette démarche Squadra Diaspora qui est pile en phase avec l'ADN de ce podcast. On va en reparler après. Mais déjà, avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, l'histoire de ta famille finalement, à quel moment ils sont arrivés en France, qui c'était tes parents, tes grands-parents, dans quelle région, dans quel contexte ? Raconte-nous. Oui, alors moi la particularité par rapport à d'autres personnes, c'est que mes deux parents sont d'origine italienne. Mon père est né en Italie, mais il est venu très tôt. Donc son papa était venu en 1957 donc dans la région de Metz pour travailler, pour trouver du travail. Et donc sa femme l'a suivi un an plus tard avec ses trois enfants sous le bras. Dont mon papa. Et ma maman est moitié italienne, elle est née en France, son père est venu aussi, je pense en 56, de la région du Lazio. Et donc ma maman est italienne par son père et franco-allemande par sa mère. Donc si on parle de statistiques, je suis peut-être 75% italien dans mes gènes. T'as fait une recherche d'ADN avec MyHeritage ou pas ? Tu l'as fait ? Non, pas encore, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas mal. Parce que tu me sors des pourcentages, je pense que je vais le faire assez vite. Ah, je sais pas ce que ça vaut, mais j'étais à 75% italien, moi, tu vois. Ah, c'est drôle. Et donc, ok, ils sont arrivés en France, donc dans la région de Metz, dans les années entre les années 1950 et 1960. Donc, évidemment, c'était pour trouver du boulot, comme beaucoup. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot à leur arrivée ? Les grands-pères étaient dans les usines, soit dans la sidérurgie, soit dans les usines notamment de automobiles. Et la mamie plutôt au foyer, puisqu'il y avait déjà trois enfants, et il y en a eu encore deux autres après. Donc c'était les métiers classiques avec aussi les maçons et d'autres métiers plutôt de la main. Les métiers des migrants à l'époque et encore aujourd'hui. Et ils ont fait ça toute leur vie ? Ouais, ils ont fait ça toute leur vie, ouais, effectivement. Après, ils ont eu la chance d'arriver à un moment où ils ont eu une retraite assez tôt par rapport à peut-être aujourd'hui où c'est devenu plus long la période du travail. Donc ils ont pu aussi profiter de leur retraite et voilà, c'est aussi pour ça peut-être qu'ils étaient venus en France, vraiment trouver un cadre de vie plus simple par rapport à l'Italie de l'époque. Et au final, voilà, le rêve un peu le rêve américain entre guillemets, mais le rêve français, c'est réalisé pour eux. Et est-ce que tu en as parlé avec eux ou pas, mais est-ce que tu sais si au moment où ils sont arrivés en France, ils avaient cette intention d'y rester ou peut-être à terme de retourner en Italie ? Alors mon grand-père paternel, lui, il a toujours voulu retourner en Italie. Je pense que c'est plus la grand-mère qui bloquait un peu. Parce que voilà, elle était aussi consciente des conditions françaises par rapport aux conditions italiennes. Je pense que ils ont essayé de retourner en Italie, donc dans le nord de l'Italie, à Milan, où une partie de la famille avait migré aussi, puisqu'ils venaient du sud, des Pouilles. Donc voilà, il y a eu cette parenthèse milanaise, mais qui n'a pas duré très longtemps. Du côté de mon grand-père maternel, étant donné que sa femme était française, il y avait moins cette intention d'y retourner. Par contre, ils ont acheté un pied-à-terre
Ouais, mais le pied-à-terre, voilà, ils l'ont quand même acheté et voilà, ça a permis aussi à toute la famille d'aller en vacances dans le village d'origine du nonno. Ok, et tes parents, quel rapport ils entretiennent eux avec l'Italie? Est-ce que ils se sentent pleinement français ou est-ce que eux aussi, à un moment donné, ça les a titillés de vouloir rentrer en Italie? Alors, il faut savoir que la génération de mon père, par exemple, ses frères et sœurs, pour eux, quand ils étaient petits, être italien, c'était la honte. Donc, les prénoms étaient francisés. Je sais que voilà, quand il sortait avec ma grand-mère et qu'elle faisait une faute de français, voilà, c'était la honte. Il fallait la reprendre, etc. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais peut-être qu'avec le temps, il y a ce retour un peu aux sources. Alors, ils m'ont jamais dit que j'étais italien. Ça, c'est un truc. Mhm. Bon, je m'appelle Paolo, donc effectivement, c'est dur de renier, mais alors, Ouais. euh, j'ai jamais entendu dire t'es italien, ne l'oublie pas, etc. Enfin, il y a pas du tout cette obsession. En revanche, Mhm. au fil du temps, voilà, quand j'étais vraiment petit, jusqu'à mes 6 7 ans, je me souviens qu'on allait plutôt en vacances, voilà, en France, en Espagne, et il y a eu un petit déclic où à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit, bah tiens, on va peut-être quand même retourner en Italie. Et ensuite, sur une période de 6 7 voire 8 ans, on est allé vraiment tous les étés, au moins une fois par an en Italie. Donc voilà, il y a aussi pour moi une découverte de mes origines, des villages d'où venaient mes grands-parents. Et voilà, je pense que c'est un cheminement qui se fait aussi sur la durée. Ça t'a fait quoi, toi, de découvrir finalement ces lieux où ont grandi, où sont nés tes parents? Ben, en fait, c'est assez bizarre parce que, en fait, donc moi, j'ai aussi une particularité, c'est que je vivais dans la maison avec mes parents et mes grands-parents paternels. Donc, en quelque sorte, à la maison, j'étais un peu dans un cocon un peu italien, comme s'il y avait une Mhm. frontière entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. Et en fait, en allant là-bas, c'est vrai que je me suis rendu compte de certaines choses. Je me suis dit, ah oui, en fait, ça vient de là, ce que je peux entendre, ce que je peux manger, etc. Et voilà, c'était un peu comme pas une révélation, mais Mhm. une confirmation, en fait, de choses que, voilà, que j'avais l'habitude de voir au quotidien. Et ça ressemblait à quoi la vie de famille de Paolo? Comment s'exprimait cette culture italienne dans ces moments de famille? Ça parlait italien, par exemple, chez toi? Alors, ça parlait pas italien parce que ça parlait vraiment le dialecte pugliese, vraiment de très serré, très dur des années 50. Donc c'est une langue par exemple qu'un Milanais ne pourrait pas comprendre. Je crois que même aujourd'hui dans les Pouilles on parle plus ce dialecte-là. Euh, et c'est aussi pour ça que moi le vrai italien je l'ai appris un peu tout seul à l'adolescence, aussi en regardant la Rai, en allant en vacances, etc. En regardant les matchs aussi, en lisant la Gazzetta dello Sport, parce que j'avais plus la langue pugliese voilà dans les oreilles. Et donc ça ressemblait à quoi en fait? C'était voilà, moi je pouvais aller de l'appartement de mes parents à l'appartement de mes grands-parents sans voilà sans difficulté. Donc souvent mes oncles et tantes venaient, donc il y avait cette fameuse pasta asciutta de mes grands-parents, Ouais. la sauce tomate magnifique de mon grand-père, et Est-ce le que, comme café bien moi, sûr. ça se disputait en italien pour pas que tu comprennes ce qui se dit? Alors en fait, mes grands-parents ont toujours parlé donc leur langue, leur dialecte. Par contre, mon père, mes oncles et tantes ont toujours répondu en français. Hmm. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très intéressant que j'ai enregistré d'ailleurs pour avoir des archives et Mhm. pour l'utiliser aussi dans certaines œuvres. Et c'était vraiment hyper intéressant voilà, d'assister à des scènes comme ça où Hmm. tout le monde se comprend, mais les gens ne parlent pas la même langue. C'était assez drôle. Ouais, effectivement. Bon, avant de continuer, comme tu le sais, j'aime bien faire réagir mes invités à des idées reçues sur les Italiens. Et tu sais que
elles sont nombreuses. La première, c'est que les Italiens sont les plus grands fans de foot dans le monde. Ça, je pense que c'est une idée reçue parce que on doit être à égalité avec les pays d'Amérique du Sud. Et l'Allemagne et l'Espagne sont aussi deux très grands pays de foot, l'Angleterre aussi. En France, peut-être un peu moins parce qu'il y a un autre rapport à ce sport. Mais dire qu'on est les numéro un, je pense que c'est quand même une idée reçue. Oui, alors tu as tout à fait raison. C'est vrai que la ferveur des Italiens pour le foot, on la connaît, mais elle est, semble-t-il, comment dire, surévaluée par rapport à celle d'autres pays. Si on regarde en nombre de licenciés, qu'il faut aussi ramener à la population de chaque pays, on a en Italie 1,1 million de licenciés dans des clubs de foot contre le double en France. Bon, la population est aussi plus grande, mais en Allemagne, c'est 7 millions de pratiquants du foot. Alors, il faut dissocier ceux qui pratiquent le foot de ceux qui vont dans les stades. Et là, c'est vrai que les stades italiens sont aussi réputés pour être souvent bien garnis. Alors, pas du tout en ce moment. Et peut-être que dans la manière dont les Italiens expriment leur passion pour le football, on a l'impression que ils sont tous absolument fervents et absolument passionnés par le foot. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un décalage entre la perception qu'on a entre les Italiens et le foot et la réalité des pratiquants. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après Oui, avec ton projet qui évoque aussi le foot d'ailleurs. ouais. Après, sur ces statistiques-là, il faut prendre du recul parce que c'est vrai qu'en Italie, il y a énormément de terrains de calcetto, ça s'appelle comme ça. Donc, en plein cœur des villes, il y en a énormément et les gens pratiquent sans forcément être inscrits dans des clubs. Donc, contrairement à l'Allemagne où c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus cadré. Et c'est vrai que l'Allemagne, que ce soit en foot masculin et féminin, sont numéro un en Europe en fait. Attends, tu veux dire que l'Allemagne est beaucoup plus organisée et cadrée que l'Italie? T'es sûr de ça? Non, c'était une idée reçue finalement. Allez, deuxième idée reçue, les Italiens sont très élégants. Et les Italiennes d'ailleurs. Alors, ça dépend, j'ai envie de dire. Ça dépend peut-être... non, je pense que c'est un peu partout pareil. C'est vrai que si on va à Florence, voilà, il y a un certain style, une certaine élégance. Après, bon, je suis pas sûr que dans tous les villages les plus reculés d'Italie, tout le monde soit vraiment d'une élégance incroyable. Après, c'est sûr que l'Italie pèse dans la mode comme peut aussi peser la France. Ça, c'est une réalité. Oui, alors c'est vrai cette idée reçue, elle vient tu connais ça, la passeggiata, c'est la promenade post-déjeuner, souvent le dimanche, où finalement les Italiens avaient pris l'habitude de très bien s'habiller pour cette passeggiata parce que voilà, tout le monde sortait, tout le monde se comparait, il fallait sortir ses plus beaux habits. Alors là, on se parle de ça, c'est début 20e et c'est une tradition qui a tendance à se perdre un peu, mais c'est voilà, l'origine de cette idée reçue vient de là. Après moi personnellement, c'est vrai que mon grand-père qui était maçon, arrivé le week-end, il aimait quand même bien s'habiller. Il est hors de question qu'il sorte de chez lui sans une belle chemise, un pantalon nickel, des belles chaussures. Et moi ça m'a marqué et je suis assez en phase avec cette idée reçue. Alors je ne parle même pas de ma grand-mère qui, même pour aller faire les courses, s'habillait comme pour un mariage, mais ouais, je suis assez en phase avec cette idée reçue, moi, perso. Après, comme tu peux le dire, il y a ce côté chez les Italiens à se comparer, à se regarder, est-ce que je suis mieux que toi, etc. Ça, je pense que c'est vrai. Donc effectivement, ça peut jouer. Alors au-delà je pense, de se comparer, c'est de se dire si je fais pas le max, si je suis pas au top, qu'est-ce que vont dire les gens? Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors Paolo, on l'a dit on en a parlé en début d'épisode. Tu es à l'origine et tu es même le créateur d'une initiative qui s'appelle Squadra Diaspora, qui est une initiative artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ici? Ouais, alors en fait, ça démarre en 2015. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'école d'art et j'avais ces questionnements sur la migration, sur l'intégration, sur voilà, tout ce qui peut se passer après une migration.
après une diaspora. Donc j'avais plusieurs pièces. Tout à l'heure, on parlait du langage, on a parlé du textile aussi. J'ai une pièce justement avec une veste de mon grand-père avec laquelle j'ai fait une performance. Et donc en 2015, on me propose une carte blanche dans une expo sur le football en Belgique. Et donc là, je décide de lier tous ces questionnements sur les migrations à justement à la question du football. Donc évidemment, je pars de mon histoire personnelle qui est la migration italienne. Il y a un événement qui Mhm. m'a beaucoup marqué, c'est la Coupe du Monde 2006 quand l'Italie gagne donc face à la France au tir au Mhm. but. Donc déjà, on a énormément fêté avec ma famille, etc. dans la ville de Metz. Mais par la suite, en fait, cet événement m'a vraiment fait prendre conscience de la puissance de la comment dire, oui, de l'attachement aux racines des Italiens dans le monde entier, parce que je suis tombé sur des vidéos YouTube, notamment des vidéos amateurs, de personnes à New York ou en Amérique du Sud ou en Australie ou en Allemagne qui fêtaient justement cette victoire de l'Italie à la Coupe du Monde. Et donc voilà, tout ça, c'est un peu, ça a cheminé un peu dans mon esprit. Et quand je décide de faire une œuvre qui relie le football à la migration italienne, voilà, c'est de ça dont je veux parler. Donc des multitudes de points de vue aussi, parce que tout à l'heure, on pouvait évoquer aussi les différentes personnes qui ont différents sentiments par rapport à leurs origines. Et c'est valable dans le monde entier, c'est-à-dire que les Argentins n'ont pas forcément le même rapport à leurs origines que les Américains d'États-Unis. Donc voilà, c'est assez intéressant de parler de ça. Et donc l'œuvre est d'abord un maillot qui représente la migration italienne dans le monde entier à travers une map monde. D'ailleurs, le maillot reprend la coupe des maillots d'après-guerre aussi pour parler Mhm. d'une période où il y a eu énormément de migration italienne. Et voilà, il y a eu différentes étapes dans ce projet. D'abord le maillot qui a été exposé donc à cette expo, première étape. Ensuite, j'ai décidé que l'œuvre devait voyager dans le monde entier au même titre que la migration italienne. Donc là, j'ai décidé de produire l'œuvre en série, donc de faire un multiple édité à 500 exemplaires. Et donc Mhm. les personnes peuvent le commander depuis le monde entier, le personnaliser, soit avec le nom de famille, soit avec, par exemple, la ville de départ. En fait, les gens se sont vraiment appropriés le projet. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et dans le protocole, ils sont invités à m'envoyer une image, une photo de eux-mêmes avec le maillot dans le lieu de migration. Et donc la collecte de ces images qui est diffusée sur Instagram fait aussi partie de l'œuvre. C'est-à-dire que je considère pas que l'œuvre est seulement le maillot, mais c'est un projet un peu plus global. Et la troisième étape, ça a été de créer une sorte de voilà d'équipe nationale, internationale des personnes d'origine italienne du monde entier. Donc voilà, c'est né en 2018. Il y a eu une édition aussi en 2019. Malheureusement, depuis, c'est plus compliqué d'organiser des événements. Mais Mhm. dans ces matchs un peu performance artistique, j'essaye de réunir des personnes de tous horizons, footballeurs, pros, artistes, journalistes, étudiants, des gens qui ont jamais tapé dans un ballon, qui sont à côté d'un international italien. Et ça, c'est assez intéressant de remettre un peu tout le monde au même niveau et de faire une sorte de sélection de personnes qui sont réunies un peu par Mhm. le destin. Tu peux nous rappeler le site web de Squadra Diaspora, juste pour nos auditeurs? Ouais, squadradiaspora.com et je vous invite aussi à suivre sur le compte Instagram squadra.diaspora où là il y a vraiment toutes les images et le suivi du projet depuis le début. Alors, est-ce que ce projet Squadra Diaspora, c'était pas au fond une façon pour toi de te raconter, d'exprimer ce que tu as en toi sur tes origines italiennes? Oui, c'est possible. Je pense que toute démarche artistique part d'une histoire personnelle, même si évidemment on essaye d'aller vers quelque chose de plus universel dans l'œuvre au final. Mais c'est vrai que à travers ce projet et d'autres pièces, comme je les évoquais juste avant,
il y a eu une sorte de recherche d'introspection, c'est sûr, pour savoir d'où on vient et peut-être où on va, à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa démarche artistique. Et quels enseignements tu peux tirer de cette démarche? Peut-être des gens que tu as pu rencontrer, des voyages que tu as pu faire aussi? Parce que si on suit ton compte Instagram, on voit que tu as pas mal vadrouillé dans le cadre de ce projet. Euh, Est-ce que tu as un rapport d'étonnement, quelques enseignements? Ouais. Ouais, je pense que l'enseignement principal, c'est l'observation d'une diversité vraiment riche. C'est-à-dire que on pourrait penser peut-être a priori que ce projet est communautaire, mais en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de montrer la multitude de personnes qui est issue de la migration italienne, enfin mais peu importe que ce soit italienne ou autre, et les multitudes de façons de voir les choses par rapport à ça, de vivre les choses. Et je pense que la richesse du projet c'est vraiment ça. Euh, c'est de voir à la fois les différences, à la fois les points communs. C'est-à-dire que j'ai rencontré un footballeur professionnel qui est né en Allemagne, qui a choisi la nationalité italienne et donc qui a joué pour l'équipe d'Italie. Mhm. Donc qui a un autre niveau de vie que moi, puisque il a un salaire assez conséquent, mais je veux dire, on a des questionnements aussi qui se rapprochent par rapport à ça. Il était hyper content de recevoir le maillot. Enfin, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir les points communs et toute la diversité de cette diaspora dans le monde. Tu vas continuer à tirer le fil de Squadra Diaspora. C'est quoi les prochaines étapes de ce projet? Tu vas peut-être en faire une œuvre sous une autre forme dans les prochains mois, les prochaines années? En fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire voyager le projet quand ce sera possible après la fin de cette crise, parce que j'aimerais vraiment donc organiser des matchs aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil. D'ailleurs, j'ai déjà des contacts un peu partout et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les activer. Donc, je pense que la rencontre dans ce projet, c'est quelque chose de fondamental. Et comme tu dis, donc j'ai essayé de faire le plus de voyages possible. Quand c'est possible, je rencontre les gens. Mm. Parce que il y a un aspect humain qui est fondamental dans ce projet-là et c'est ça que je veux continuer de développer. Eh bien, on l'espère, on le souhaite. On va changer de sujet. On va parler de cuisine. Tu sais que on associe beaucoup l'Italie à la cuisine et on sait pourquoi. Hein. Je connais assez peu de gens qui n'aiment pas la cuisine, assez peu de personnes qui n'aiment pas la cuisine italienne. Donc ça représente quoi la cuisine italienne pour toi dans ta famille? La base, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, oui, en fait, la cuisine italienne, c'est tellement simple qu'en fait, c'est juste évident. Pour des familles d'origine italienne, il y a des plats qui se transmettent et qui sont tellement simples. On en parle dans le groupe WhatsApp de la famille, justement. Euh, Mm. il faudrait vraiment conserver ça parce que ça risque de se perdre, mais c'est vrai que oui, ne serait-ce que faire la sauce tomate, des choses très simples qui font la cuisine italienne de tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait encore ça dans ta famille, la sauce tomate? Moi, j'ai des souvenirs, malheureusement mes grands-parents ont arrêté de le faire il y a pas mal de temps, mais je me rappelle effectivement de cette livraison de cagettes de tomates Roma et pendant 4-5 jours, c'était l'usine, au garage, et on fabriquait de la sauce tomate, dans des quantités, astronomiques et en gros, on se faisait le stock, pour toute l'année et c'était des moments absolument incroyables. C'est une tradition qui est poursuivi encore chez toi? Ouais. Ma mère fait la sauce tomate, mais de manière plus simple que cette fameuse livraison de cagettes. Ouais. Après, je crois que certains oncles et tantes le font un peu à l'ancienne, comme ça, comme tu dis dans le garage. Donc c'est assez drôle. Il y a des photos comme ça qui restent d'ailleurs de ces moments avec les grands-parents.
Alors, tu n'y habites plus, pardon, mais comme moi, tu as vécu beaucoup d'années à Metz. Est-ce que tu as une adresse de resto à nous conseiller, à nos auditeurs messins? Ouais, le Casarici, donc c'est un restaurant que j'ai découvert, je pense, il y a 13-14 ans, quand c'était encore un petit local où ils faisaient seulement du Mm. emporté. Et Ouais. voilà, ils se sont développés. Maintenant, il y a un restaurant. J'espère qu'il pourra bientôt accueillir du public Mm. de manière voilà tout à fait normale. Et alors eux, ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dans la simplicité, dans la convivialité, vraiment à l'italienne. Et c'est sans chichi, c'est vraiment pas cher et c'est très bon. Ouais, je connais bien. C'est vrai que quand j'étais à la fac à Metz, ils étaient pas très loin de la cité universitaire. Et il a démarré avec un tout petit snack à emporter et ça a pris de l'ampleur et à juste titre et de dire de façon méritée parce que c'est vraiment très très bon. Effectivement, très bonne adresse, très bon conseil. Et il me semble que tu avais une adresse aussi à Paris. Oui, en fait, ouais, j'en ai deux, trois à Paris, près de Bastille, parce que j'y suis souvent. Il y a le restaurant Ammazza, où ils ont un four à bois et leurs pizzas sont vraiment pas mal. Et juste à côté, il y a un snack de Piadine, qui s'appelle Piadineria 14.07 à Ok, goûter. moi je les mettrai dans le descriptif de l'épisode pour que vous ayez tous ces adresses, pardon. On revient à tes origines italiennes, Paolo. Est-ce que dans ton enfance, tu t'es senti parfois en décalage avec avec tes amis d'enfance qui eux avaient une culture traditionnelle, enfin française plus traditionnelle? Oui, même si c'est léger, je pense que il y avait quand même des choses. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais un peu cette impression de frontières passées entre l'intérieur de ma maison et l'extérieur. Et c'est vrai que voilà, quand on est petit, on va chez les amis, etc. Et j'ai senti parfois certains décalages. Après, je pense que la culture italienne et la culture française sont quand même assez proches, mais sur des certaines subtilités, c'est vrai que j'ai ressenti des choses. Et tout à l'heure on évoquait le voyage, le retour un peu aux racines. Justement, en allant en Italie, j'ai vraiment compris d'où venaient ces petits décalages. Ouais. J'aime bien poser cette question parce que tes parents, comme les miens aussi, ont vécu dans leur enfance, comment dire, il y avait des insultes, ils ont subi des insultes, et être d'origine italienne à l'époque de nos parents, c'était autrement plus difficile que pour notre génération, alors que c'est pas évident, c'était pas forcément marqué sur leur visage qu'ils étaient italiens. Et je pense, nous, avec notre génération, Paolo, on a du mal à se rendre compte de ce qu'ils vivaient à l'époque. Alors c'était, comment dire, c'était peut-être moins un ressentiment moins important que pour d'autres origines. Je pense notamment à l'Afrique du Nord, ou bien évidemment africaine, où là ta différence d'origine est plus visible, forcément, si on se dit les choses. Mais quand même, c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement quand je parle de tout ça avec mes parents, et on a du mal, nous, à s'imaginer. Et comme tu dis, c'est vrai que la culture italienne et la culture française sont au final pas si éloignées par de nombreux aspects. Et voilà. Mm. Ouais, ouais, mais en fait, c'est vrai que il y a eu quelques épisodes violents, je crois, au début de la migration italienne en France. Et voilà, ils allaient jusqu'à franciser leur prénom. Donc, c'est que effectivement, c'était pas si simple que ça d'arriver comme ça. En plus, voilà, les parents ne pouvaient pas aider aux devoirs, etc. Donc, je pense que oui, comme tout enfant de migrant, il y a eu certaines difficultés, effectivement. Allez, on parle un peu de musique, Paolo. Je t'ai demandé de préparer pour cet Ouais. épisode deux titres. Ne sois pas gêné, ça va bien se passer. Le premier morceau, c'est le morceau qui te ramène tout de suite en Italie, immédiatement en Italie, dans l'Italie de ton enfance, et qui te rappelle des bons souvenirs. Je te laisse nous donner la ref.
Oui, c'est Più bella cosa de Eros Ramazzotti. Allez, on l'écoute. Eros Ramazzotti a la cote, hein, a vraiment la cote parmi les invités de mon podcast. Alors, qu'est-ce que ça te rappelle, cette chanson? En fait, c'est simple. Tu m'as demandé une musique qui me ramenait en Italie, et justement, pendant ces longs voyages en voiture vers l'Italie avec mes parents, on écoutait des albums de Ramazzotti en boucle, tout simplement parce que ma mère est fan. Ça en arrivait jusqu'à ce que voilà, je connaisse le morceau d'après, tellement j'avais écouté les Ouais, je albums connais ça. en boucle. Et donc ça, voilà, ça me fait toujours plaisir en fait d'écouter Ramazzotti, même si je suis pas un grand fan, mais j'aime bien quand même, et pourquoi pas même voir un concert un jour, ça me ferait rire. Ah ouais, complètement. Mais je pense qu'on aime bien ces chansons, pas forcément pour leur propriété artistique, mais avant tout pour le souvenir qu'elles évoquent. Je pense que tu es d'accord avec ça, Paul. Ouais. Ouais, bien Non, sûr, je c'est t'essaie de te mettre exactement à l'aise ça. pour ton deuxième choix de chanson. Ta chanson italienne préférée, inavouable. Allez, je te laisse te lancer. Toto Cutugno, l'italiano. Ne sois pas gêné, parce que moi je suis comme toi. Je suis comme toi, j'adore cette chanson, je l'ai en vinyle, je l'ai en CD, je crois même que je l'avais en cassette. Et non, mais Ouais, évidemment, et et un peu comme on le disait pour Eros Ramazzotti, c'est surtout pour le souvenir que ça nous évoque. Et même les paroles sont tellement vraies en fait. Dans ce que raconte Toto Cutugno, on se reconnaît assez. En tout cas dans l'italien, dans les Italiens de la génération de nos parents peut-être. ouais, et puis c'est assez drôle parce qu'il y a un côté un peu voilà, un peu kitsch de l'italien, et c'est vrai que c'est très drôle, quoi. Un sujet qui me semble important. Comment tu penses qu'aujourd'hui on peut concilier sa citoyenneté française, donc son appartenance finalement à la France, et cette volonté de ne pas oublier ses origines, ne pas les renier, de vivre avec. Comment on concilie les deux? Alors ça, je pense que c'est une grande question, et je pense qu'on peut débattre, enfin débattre ou simplement discuter pendant des heures. Moi, j'aurais envie de dire, on peut la concilier vraiment d'une façon très simple. C'est-à-dire que en France, parfois, on a l'impression que si on aime nos origines, on n'aime pas la France, mais je pense que c'est totalement faux. Euh, voilà, on est tous français, nés en France. Enfin, je parle de voilà nos générations d'enfants, petits enfants de migrants. Euh, je pense que voilà, en fait, c'est un bagage. On a des références qui nous appartiennent, qui sont bonnes aussi à concilier avec ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de combat, en fait. C'est-à-dire, je vois pas de mal. Euh, on, on a l'occasion d'aller en Italie en vacances. On a l'occasion de vivre la France au jour le jour. J'ai envie de dire, voilà, ne nous prenons pas trop la tête. Enfin, voilà, tout est bonnes Ouais. ondes, j'ai envie de dire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais après, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des petits points de crispation, notamment sur le foot. Tu vois, si tu as une finale, on a parlé tout à l'heure de la finale France-Italie en 2006. Toi, évidemment, je ne pose pas la question parce que tu étais supporter de l'Italie. Mais je sais, et tu me diras si c'est le cas ou pas, que pour certains Français, ça peut être très mal perçu. De dire tiens, mais pourquoi tu supportes l'Italie? Tu vis en France, t'es français, tu supportes la France, quoi. La question devrait même pas se poser. Est-ce que tu t'es déjà pris des remarques désobligeantes sur le fait que tu supportes la Squadra Azzurra? Non seulement je me suis pris des remarques, mais je me suis aussi pris un seau d'eau sur la tête en 2006 quand on allait fêter la victoire au centre-ville. Ah ouais. Et il y a eu aussi des petites frictions au lycée après avec avec des personnes avec un QI pas très élevé, mais peu importe. Mm.
Et Attends, raconte-nous ce sodo là. Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, tout simplement, on était dans la rue, donc 9 juillet, la France vient de perdre. Il y a eu ce coup de tête de Zidane. La tension est au maximum après la séance de tir au but. Les Italiens de la région, les Franco-Italiens de la région vont au centre-ville de Metz pour fêter. On se retrouve tous place Saint-Louis avec voilà Sara perché ti amo qui tourne, les Vespa, les Fiat 500. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc forcément, les voisins qui sont juste au bout de leur vie. La France vient de perdre, carton rouge pour Zidane. Enfin, c'est juste horrible pour eux, ce que je peux comprendre. Donc voilà, il y a eu quelques insultes, quelques seaux d'eau froide balancés sur Ouais, la c'était foule. pas juste des sodos parce que vous faisiez trop de bruit, c'était vraiment parce que vous supportiez pas la bonne équipe. Bah, je pense. Après, voilà. En plus, qui dit victoire de l'Italie, là, pour le coup, dit défaite de la France. Donc, forcément, il y a eu Mmh. deux, trois tensions ce soir-là, mais voilà. C'est vrai qu'il y a eu matière à discuter pendant quelques temps après ce match. Mmh. Et tu vois, ces petits épisodes de la vie peuvent générer des crispations, des tensions, alors que bon, on se parle que de foot, quoi. Ça va, on n'est pas en train de dire que tu vas prendre les armes contre ton pays, que tu es un traître à la nation, comme certains peuvent le dire. Mais voilà, ça peut être un déclencheur. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je pense que le foot est aussi un exutoire. On peut voir ça avec le foot de club, le foot de nation. Euh, un franco-italien qui supporte l'équipe d'Italie, ça peut être simplement voilà un retour aux sources, un attachement à son grand-père ou je sais pas qui lui a filé cet attachement au foot, à la nationale et je sais pas, ça dépend des gens comme on disait tout à l'heure, il y a plein de façons de voir la double Mm, mm. culture, la double nationalité. C'est vrai que le foot peut effectivement faire parler. En plus, dans les médias français à l'époque, il y avait aussi certaines tensions envers le foot italien, donc ça n'aidait pas non plus. Plus si on rajoute Raymond Domenech qui était le roi pour remettre de l'huile sur le feu. Bon voilà, ça a créé effectivement quelques épisodes dont on se souviendra. Paolo, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Pour conclure, est-ce que pour toi, retourner en Italie, c'est quelque chose que tu envisages? Est-ce que tu y songes? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Alors, j'y songe, mais pas. Enfin, c'est-à-dire, j'aimerais par exemple pouvoir avoir un pied-à-terre en Italie. J'aimerais pouvoir y passer un certain nombre de semaines ou de mois dans l'année. Euh, Après, y retourner vivre, pour l'instant non. Après, pourquoi pas? Enfin, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai pas non plus ce besoin vital. J'ai un besoin d'y aller assez souvent. Au moins 2, 3 fois par an, j'y vais, soit pour le travail, soit pour les vacances. J'aime visiter. Voilà, j'ai envie de découvrir mes racines, d'aller vraiment en profondeur, Mhm. mais non, enfin, y retourner vivre, je ressens pas le besoin. Ok, très clair. Merci beaucoup, Paolo. Donc, on suit de très près ton initiative Squadra Diaspora. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à regarder. J'ai moi-même ce maillot qui est absolument sublime. Franchement, c'est une très belle réussite. Bravo. On va suivre Merci ça beaucoup. de très près. Merci beaucoup, Paolo, d'avoir pris un peu de ton temps pour Tomate Mozza et à très bientôt. Merci à toi, Chris. À bientôt.